TEF Training Podcast. On va analyser comment on mesure officiellement cette maîtrise des langues et confronter la théorie à la réalité neurobiologique. Parce que, au fond, combien de temps il faut vraiment à un cerveau adulte pour se reprogrammer et devenir bilingue? Pour saisir l'ampleur du changement, il faut observer le point de départ. Jusque dans les années 70, l'enseignement des langues vivantes calquait largement la méthode des langues mortes. Genre, comme on apprenait le latin? Exactement. C'était une approche purement structuraliste. Le but, c'était de maîtriser le système interne de la langue. Donc, apprendre des listes de vocabulaire par cœur, disséquer des règles de grammaire, traduire des textes littéraires. Ah ouais, la fameuse version latine. Voilà. La langue était traitée vraiment comme un objet d'étude académique, presque comme une équation mathématique à résoudre sur le papier. Ok, décortiquons un peu tout ça. Si on devait visualiser cette ancienne méthode, c'est comme essayer d'apprendre la physique de la natation sur un tableau noir. C'est une bonne image. On passe des années à calculer l'hydrodynamique, l'angle parfait pour entrer dans l'eau, la résistance des fluides. Sur le papier, on est un nageur olympique. Mais le jour où l'on tombe accidentellement dans une vraie piscine, On coule à pic. voilà, on coule, parce que le corps n'a développé aucun réflexe. Et la transition vers ce que les textes officiels appellent la perspective actionnelle, qui a été formalisée en 2001, c'est l'inverse. C'est-à-dire ? C'est être jeté dans une piscine à vagues avec quelques planches de bois et recevoir l'ordre de construire un radeau pour survivre. Cette analogie illustre parfaitement le changement de paradigme. Dans cette perspective actionnelle, la langue n'est plus l'objet d'étude centrale. Elle devient un simple outil, un moyen pour parvenir à une fin. C'est là que l'apprenant devient un acteur social. C'est le terme exact. L'apprenant ne doit plus conjuguer des verbes dans le vide. Il doit accomplir des tâches concrètes. Par exemple, contester une facture de téléphone, négocier un prix, ou même juste réconforter un ami. Donc on passe de la théorie à la pratique pure et dure. Biologiquement parlant, l'apprentissage se déplace de la mémorisation déclarative vers la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des automatismes et de l'action. Et ce renversement philosophique, il s'accompagne d'un outil de mesure assez implacable, les fameux 6 niveaux du cadre européen, de A1 à C2. Tout à fait. Ce qui me frappe dans nos sources, c'est la formulation de ces niveaux. On ne demande plus « connaissez-vous le conditionnel passé ?» On évalue une bande passante fonctionnelle avec des « je sais faire ». C'est l'essence même du cadre. Un niveau A1, ça mesure la capacité à survivre à des besoins très concrets avec quelqu'un qui est compréhensif en face. Mais à l'autre extrême, le niveau C2, ça décrit un cerveau capable de traiter une charge cognitive massive. Saisir l'ironie, les sous-entendus, tout ça à la vitesse d'un locuteur natif. Ouais, et même dans un environnement bruyant. Et le succès de cette grille de lecture dépasse de loin l'objectif européen initial. Cette standardisation s'est vraiment imposée mondialement. Attends, même pour des langues qui n'ont rien à voir avec l'Europe? Absolument. Les concepteurs d'évaluation pour le chinois mandarin, avec le HSK, ou pour l'arabe, ils ont aligné leurs propres échelles sur cette philosophie. Ah ouais, c'est dingue ça. Parce que l'idée de fond, c'est qu'une tâche sociale fondamentale, comme argumenter une opinion, ça mobilise des mécanismes cognitifs similaires. Et ce, peu importe la syntaxe spécifique de la langue qu'on utilise. C'est fascinant sur le plan conceptuel, mais ça soulève un problème concret vraiment massif. Dans la vraie vie, écrire « je suis niveau B2 » sur un CV, ça suffit pas. Non, en effet, il faut le prouver. Ces niveaux, ils décident carrément de l'avenir des gens. Ça ouvre ou ça ferme les portes des universités, ça conditionne un emploi, et surtout, c'est le sésame pour obtenir un droit de résidence ou la nationalité. Et à partir du moment où l'enjeu est aussi monumental, il faut un instrument de mesure d'une objectivité clinique. On quitte la théorie pour entrer dans la mécanique d'évaluation. Avec des machines bien huilées comme le TEF. Le test d'évaluation de français, donc. Comment ça marche exactement ça ? Ce test a été conçu à la fin des années 90 par la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Et il répond précisément à ce besoin d'étalonnage rigoureux. Et il y a une règle assez stricte sur sa durée de vie, non ? Oui, première règle essentielle, la validité du certificat est limitée à 2 ans. Seulement 2 ans ? Ça paraît court. Ça peut paraître court, mais ça repose sur une réalité neurologique. Une compétence linguistique qui n'est pas activée régulièrement, elle se dégrade. Les réseaux de neurones se renforcent par la pratique, mais s'atrophient par l'inactivité. Un peu comme une empreinte dans le sable qui finit par être effacée par la marée, quoi. C'est exactement ça. Et d'après nos documents, l'architecture de ce test n'est pas du tout monolithique. Tout à fait, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a le TEF études pour les compétences académiques,
Et puis le TEF IRN pour intégration, résidence et nationalité, qui s'adresse aux résidents en France. Le TF Canada et le TEF AC Québec pour le Québec. Le TF Canada impose aux candidats de passer l'intégralité des épreuves le même jour. Compréhension écrite, orale, expression écrite, orale, tout d'un coup. Alors que le Québec est un peu plus souple. En forçant le cerveau à enchaîner le traitement de signaux acoustiques complexes, la lecture analytique, puis la génération spontanée de discours et d'écriture, On sature complètement le candidat. quelqu'un qui a juste mémorisé des listes par cœur va s'effondrer sous cette charge mentale continue. Le système canadien cherche à vérifier si les circuits neuronaux de la langue sont assez solides pour résister à la fatigue prolongée. C'est le meilleur indicateur d'une vraie intégration linguistique au final. C'est l'objectif, oui. Je me fais l'avocate du diable une seconde. Je vous en prie. Toute la philosophie dont on vient de parler prône l'action, l'interaction sociale, l'adaptation à la vraie vie. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction énorme à évaluer cette fluidité sociale en isolant quelqu'un devant un écran d'ordinateur? Avec un casque audio et des cases à cocher. Ouais, et un chronomètre impitoyable. L'environnement de l'examen, c'est la définition même d'un truc artificiel. Ce qui est fascinant ici, c'est que la contradiction est réelle en apparence, mais c'est là qu'intervient toute l'ingénierie du test. Les concepteurs savent très bien que l'environnement est stérile. Donc comment ils compensent ça alors? Eh bien, ils injectent le bruit et le chaos de la réalité directement dans le contenu des épreuves. Dans la compréhension orale, par exemple, on n'entend pas un acteur déclamer un texte parfait dans un studio insonorisé. Ah non, on a vu les exemples dans les tutoriels, c'est pas du Molière. Des annonces de gare distordues par des haut-parleurs qui crachent, des messages de répondeurs avec des bruits de circulation en fond, ou même des débats à la radio où les gens se coupent la parole. Bref, le cauchemar pour quelqu'un qui apprend. Exactement. Le test mesure la capacité du cerveau à isoler le signal pertinent au milieu d'interférences réelles. Et la mécanique de cette épreuve audio, elle est vraiment conçue pour pousser l'esprit dans ses derniers retranchements. On parle de 40 questions à traiter en 40 minutes. Le rythme est très soutenu. Et la règle absolue, le truc qui tue, c'est l'absence totale de contrôle sur le flux. L'audio se lance, tout seul, on l'entend une seule et unique fois, et on ne peut jamais revenir en arrière. L'erreur est définitivement sanctionnée par le temps qui avance. C'est brutal. C'est brutal, mais cette politique du zéro retour en arrière mime la nature transitoire du son dans le monde physique. C'est-à-dire, Lorsqu'une onde sonore frappe votre tympan dans la rue, elle disparaît instantanément. Si le cerveau ne traite pas l'information en temps réel, elle est perdue. Pour survivre à cette pression lors du test, la seule parade, c'est l'anticipation. ce que conseillent tous les formateurs, ouais. Les candidats doivent impérativement lire les questions et les options de réponse avant que l'audio ne démarre. Ce n'est pas juste une astuce de lecture, c'est un mécanisme d'amorçage neurologique. En lisant des mots-clés, le cerveau préactive les réseaux sémantiques associés. Du coup, ça réduit le temps de latence au moment où le son atteindra le cortex auditif. C'est un véritable piratage de sa propre attention. En quelque sorte, oui. Surtout que la difficulté augmente progressivement. Les derniers audios ciblent directement le niveau C2. Et ça, c'est juste pour la compréhension. Il faut ensuite produire du langage. Pour l'expression orale, l'ordinateur disparaît et on a 15 minutes d'interaction intense avec un examinateur humain. Oui, divisé en deux sections bien distinctes. La section 1, c'est poser des questions, par exemple appeler pour avoir des détails sur une petite annonce. Et la section B, c'est argumenter pour convaincre l'examinateur d'un projet. Et là, il y a un piège mortel. Réciter un texte appris par cœur. Et c'est l'erreur classique. La mémorisation par cœur sollicite la mémoire déclarative, ce qui donne un discours très rigide. Or, le rôle de l'examinateur humain, c'est de briser cette rigidité. Il va faire exprès de contredire, c'est ça. Exactement. Il va intentionnellement opposer des arguments inattendus ou changer de direction pour forcer le candidat à sortir de son scénario préétabli. D'où l'importance vitale des mots de liaison dont parlent les vidéos de préparation. Les articulateurs logiques, oui. L'évaluation porte sur la capacité à générer des réponses spontanées, à exprimer la concession, la cause, l'hypothèse en temps réel. On note la flexibilité du traitement de l'information, pas le stockage de données. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? C'est bien beau d'avoir des stratégies de survie pour un test de 40 minutes, mais on ne peut pas tromper la physiologie de notre cerveau. Non, la biologie a ses propres règles. Combien d'heures de la vraie vie il faut investir pour amener son cerveau à ce niveau, pour construire ces réseaux capables de jongler avec le conditionnel tout en ignorant le bruit d'un klaxon? Les cours de civilisation française de la Sorbonne ont compilé des décennies de données là-dessus. Et leur réponse mathématique a de quoi donner le vertige. Fini le mythe de l'application qui te rend bilingue en 3 semaines, j'imagine. Ah oui, on détruit complètement ce mythe. Pour franchir les premières étapes, disons passer de 0 au niveau A2,
Ce qui correspond à des échanges simples, c'est ça, hein? Voilà, acquérir les structures de base. Pour ça, il faut investir entre 80 et 160 heures de travail ciblé. Ok, c'est un effort, mais on voit le bout du tunnel. Le retour sur investissement est immédiat. Mais attention, la progression n'est absolument pas linéaire. C'est là que ça se gâte. Pour atteindre la fluidité et l'autonomie d'un niveau C1, le fameux Graal, le compteur explose. La norme se situe entre 490 et 640 heures d'apprentissage rigoureux. C'est énorme. Pour bien visualiser cette progression, oublions un instant l'idée d'une course. Pensons plutôt à un ordinateur qui rend des graphismes en 3D. Je vous écoute? Les niveaux A1 et A2, c'est le rendu basique. On affiche des formes géométriques simples, des couleurs unies, ça demande peu de puissance et on voit direct le résultat. C'est très gratifiant. Ouais, on apprend à dire son nom, à acheter un billet de train, c'est comme un sprint euphorique. Mais passer au B2 ou C1, c'est demander à l'ordinateur de calculer des textures complexes en temps réel, des reflets dynamiques, la physique de l'eau. La charge de calcul explose. La puissance nécessaire est multipliée par 10. Et pourtant, l'image globale semble à peine évoluer au début. C'est plus un sprint, c'est un marathon dans la boue. Et ça provoque une immense frustration quand on apprend. C'est ce qu'on appelle en linguistique la mécanique des plateaux d'apprentissage. Et le premier mur d'acier survient généralement autour du niveau B1. Pourquoi spécifiquement à ce moment-là? Parce que le cerveau s'était habitué à associer un mot à un objet concret. Mais soudainement, il doit intégrer des concepts abstraits de syntaxe spatio-temporelle. Le fameux mur du subjonctif? Par exemple, oui. Avec le subjonctif, on ne décrit plus une réalité objective. On entre dans le domaine du possible, du doute, de l'hypothèse. Le cerveau doit maintenir la réalité et l'irréalité en même temps dans sa mémoire de travail pour faire une phrase correcte. Le coût métabolique doit être énorme. Il l'est. Et une fois qu'on a escaladé ce mur de la grammaire complexe, il y a un deuxième plateau qui nous attend au niveau C1 et C2. Et celui-là est encore plus insidieux. C'est plus la grammaire le problème, j'imagine. Non, la grammaire est censée être acquise. Le défi devient le décodage culturel. La langue n'est plus une simple combinaison de mots, c'est un tissu de références historiques partagées. Des expressions idiomatiques dont le sens littéral ne veut absolument rien dire, par exemple. Exactement. Ou bien à des registres de langage qui varient selon de subtils contextes sociaux. Saisir pourquoi une phrase est polie dans une entreprise mais devient condescendante si on la prononce dans un café. Ça demande une réorganisation profonde de notre vision du monde, en fait. Des cartes cognitives, oui, tout à fait. Alors, face à ces plateaux vertigineux, comment on force le cerveau à s'adapter? Parce que notre cerveau, il est fondamentalement paresseux. Il va refuser de construire de nouvelles routes neuronales à moins d'y être forcé. Il est économe en énergie, disons. Comment on le pousse à l'action? La réponse réside dans la manipulation de l'environnement cognitif. On peut utiliser des méthodes hybrides, c'est-à-dire associer des applications et des cours structurés, avec ce qu'on appelle un tandem linguistique. Discuter avec un locuteur natif pour lier l'apprentissage à de vraies émotions. Oui, car l'émotion fixe la mémoire. Mais pour véritablement briser les plateaux supérieurs, les institutions comme la Sorbonne recommandent une approche bien plus radicale. Le fameux bain linguistique. L'immersion profonde. On parle d'imposer au cerveau 3 à 4 heures d'exposition quotidienne non négociable. 3 à 4 heures. Juste en écoutant des trucs. Des films sans sous-titres, des podcasts en boucle, la lecture de la presse. Biologiquement, cette surcharge d'informations envoie un véritable signal d'alarme au système nerveux central. Le cerveau se met en mode survie. Exactement. Il réalise que cet afflux constant de stimuli qu'il ne comprend pas représente un danger pour son efficacité. Il débloque alors les ressources métaboliques nécessaires pour forger des connexions synaptiques permanentes. La langue devient vitale pour traiter l'environnement. Elle n'est plus une matière scolaire, elle est une condition de survie sociale. La création de standards universels a permis de transformer un processus d'acquisition profondément mystérieux et intime en un système quantifiable. Et surtout, opposable de manière équitable partout dans le monde. C'est ça qui rend la mobilité internationale transparente aujourd'hui. C'est clair que c'est un triomphe de la rationalisation. Mais je ne peux pas m'empêcher de garder une dernière réflexion en suspens. L'angle mort de cette formidable machine standardisée. Quel angle mort? Mais en définissant avec une telle précision mathématique ce qui constitue la maîtrise absolue d'une langue, Les bons connecteurs logiques, le vocabulaire académique. voilà.
En figeant ça dans des critères de test, est-ce qu'on risque pas d'ignorer la véritable nature de la communication humaine? C'est-à-dire le côté organique de la langue. Exactement. Une langue, ça vit par son chaos, par ses accidents. Ça évolue tous les jours dans la rue, avec des argots qui naissent et meurent, des accents régionaux qui tordent la grammaire, des contractions improbables. Ce que les locuteurs natifs utilisent tous les jours. Ouais. Est-ce qu'un système d'évaluation parfait, conçu dans des bureaux pour mesurer l'efficacité sociale, peut vraiment capturer cette poésie désordonnée? Ou bien l'apprentissage institutionnel, avec ses grilles et ses chronomètres, sera toujours voué à rester un modèle théorique légèrement en retard sur la réalité vibrante d'une fin de soirée dans un bar bondé? Une excellente question philosophique pour terminer. C'est une question qu'on laisse résonner pour la réflexion de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.